pas se mentir, la situation est grave. Elle est gravissime. Alors la question derrière, mais c'est elle est gravissime et il y a une inaction politique qui est crasse, qui est abyssale, qui est sans commune mesure par rapport à la gravité de la situation. Alors la question, c'est qu'est-ce que serait une pensée politique qui serait à la hauteur des enjeux bioclimatiques? Alors, le GIEC propose dans ses rapports un couple notionnel qui est assez intéressant, qui est atténuation-adaptation. Atténuation du changement climatique, adaptation à un contexte climatique changeant. Et toujours en posant un primat sur l'atténuation. Ce qui est fondamentalement important, c'est atténuer l'emballement climatique, qui est aussi un emballement bioclimatique. Et chercher uniquement à nous adapter, c'est un leurre, parce qu'il est des situations auxquelles nous ne pouvons pas nous adapter. Ça, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Alors, une pensée politique à la hauteur des enjeux bioclimatiques, ce serait une pensée politique qui prenne en compte la nécessité absolue de contenir l'emballement bioclimatique. On va prendre un tout petit exemple avec quelques chiffres. Ça va être assez simple. Si on suit les préconisations de la COP21, la conférence des parties qui a eu lieu à Paris en 2015 et qui nous dit d'ici 2050, on doit arriver à un équivalent, des émissions équivalent carbone par individu de l'ordre de 2 tonnes. Et aujourd'hui, là, en 2023, quand je parle, on est à peu près en gros à 10 tonnes. Donc on doit diminuer par 5, voilà, de 80%, notre empreinte environnementale. Premier point, premier chiffre. Deuxième chiffre, on sait que l'empreinte environnementale d'un individu, elle est à peu près proportionnelle à son niveau de revenu. Voilà, à peu près. Pour être plus précis, elle est même corrélée avec le niveau d'instruction, parce que derrière, il y a la question de l'empreinte environnementale liée au trafic aérien et puis au voyage. En tout cas, elle est à peu près équivalente au niveau de revenus d'un individu. Le troisième chiffre qu'on va pouvoir mobiliser, c'est que le salaire médian en France est à peu près de 1 800 € net. Si on fait le résultat de ces chiffres-là, une espèce d'équation à partir de là, ça aboutit au fait que d'ici 2050, en l'état actuel de nos modes de production énergétique et de nos modalités d'empreinte environnementale, il faudrait qu'on ait l'empreinte environnementale équivalente à celle d'un type qui gagnerait à peu près 400 € par mois. Alors là, on voit bien que en fait, ça ne le fait pas, ça ne passe pas. De fait, on voit bien qu'il y a un problème. Mais c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait pour parvenir à contenir l'emballement bioclimatique. Alors, soit on abandonne, on baisse les bras. En tout cas, ce n'est pas du tout mon choix. Et pour moi, c'est criminel, hein, ni plus ni moins, de baisser les bras. Soit on imagine complètement autrement le monde et la vie. Voilà. Et c'est le défi qui est devant nous, ni plus ni moins. On imagine complètement autrement le monde et la vie, c'est-à-dire pour permettre à quelqu'un de vivre, il faut qu'il puisse s'alimenter, il faut qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il puisse se vêtir, il faut qu'il puisse se loger, et puis il faut qu'il puisse aussi faire un travail qui puisse avoir du sens. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des fonctions là essentielles de la vie humaine en société, qui doivent être pourvues avec une empreinte environnementale très contenue. Donc ça veut dire qu'un type qui dirait tiens, je vais monter une nouvelle marque de bagnole. Tiens, je vais inventer des nouveaux téléphones à l'obsolescence encore plus rapide. Ou je vais mettre sur le marché des nouveaux habits de la fast fashion, etc. À un moment donné, il faut que le législateur et toutes nos sociétés derrière aient le courage de l'arrêter, ni plus ni moins, que ce ne soit pas autorisé. En tout cas, c'est une question que j'amène. Voilà. Et donc, une pensée politique et une politique qui serait à la hauteur des enjeux et qui viserait de contenir cet emballement bioclimatique, de mon point de vue, c'est quelque chose qui permettrait de passer en revue toutes les sphères de la vie humaine en société, et pour
que le législateur, dans le cadre de débats démocratiques, puisse décider de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas. Si on prend l'exemple, par exemple, des modes de transport et puis de l'aviation, pour prendre un exemple un peu caricatural. Est-ce qu'un type a le droit de prendre l'avion dans le cadre de son boulot? Est-ce qu'il a le droit de prendre l'avion pour faire du tourisme? Est-ce qu'il a le droit de prendre l'avion pour faire du tourisme quand il est retraité et qu'il a déjà fait des voyages toute sa vie? Ou est-ce qu'un type qui est retraité, qui n'a jamais fait de voyage et qui voudrait faire le voyage de sa vie, est-ce qu'il aurait le droit? Est-ce qu'à un moment donné, un jeune étudiant Erasmus, il a le droit à un moment donné de prendre l'avion? À quel endroit est-ce qu'on soit maître collectivement de notre empreinte environnementale? Comme moi, je suis dans une université, comme toutes les universités en ce moment, on est en train de voir la façon dont l'activité scientifique, on peut contenir son empreinte environnementale. Comment les chercheurs peuvent moins prendre l'avion, etc. Je veux dire, très bien, enfin, c'est un élément important. Mais moi, j'ai envie de préciser aussi le monde dont je rêve, à titre personnel, que j'espère, c'est un monde où, à un moment donné, la production des savoirs continue d'exister. On continue de produire des savoirs. On continue de faire se rencontrer des personnes d'horizons culturels différents. C'est-à-dire, on continue de lutter contre l'obscurantisme et, je l'espère, la barbarie en produisant des savoirs. Et produire des savoirs, ça a une empreinte environnementale. Donc, de mon point de vue, par exemple, c'est pas l'enseignement supérieur et pas l'endroit, et c'est un endroit où il faut contenir son empreinte environnementale comme tous les secteurs, mais pas un endroit à fermer, par exemple. L'industrie du luxe. Est-ce qu'on a besoin de l'industrie du luxe pour vivre? Dior, Cartier, Porsche, etc. Est-ce qu'il faut continuer ça ou est-ce qu'il faut arrêter? Voilà des questions qui pourraient être posées aux législateurs et qu'il nous faut trouver le courage et le mode opératoire pour les prendre de façon démocratique. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste le fait d'un autocrate qui, à un moment donné, aurait décidé de fermer telle ou telle industrie. Et il me semble qu'il y a des industries qui sont délétères du point de vue de la pérennité de la vie humaine en société, qu'il faut arrêter de toute urgence. Et puis d'autres qui peuvent faire naître à un moment donné, qui ont une empreinte environnementale, mais qui peuvent être accompagnés.